La saison 2024 de Formule 1 s'est terminée il y a peu et c'était un réel plaisir. Non, franchement, c'est une de mes saisons préférées. Je veux dire, on a eu 4 écuries vainqueurs, 7 pilotes vainqueurs différents. Chacune des écuries a réussi à faire un doublé, chacun des pilotes a réussi à gagner au moins 2 courses. Bref, c'était une trop bonne saison et j'ai grave envie de vous en reparler. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans Ici on en parlait, l'émission qui se veut être une sorte de podcast slash discussion, sauf que c'est filmé et que je suis tout seul. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va retracer la saison 2024 de Formule 1. Alors je vais pas faire ça course par course, non, le but ça va être de revenir sur chacune des écuries et chacun des pilotes. Et pour ce faire, on va faire dans l'ordre du classement constructeur. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à partager également votre avis sur la saison 2024 ou sur chacune des écuries et des pilotes dans les commentaires. On va donc commencer par le champion, McLaren. Alors, très sincèrement, je suis assez content, mine de rien, que McLaren soit champion. Je l'ai évoqué dans un short il y a quelques temps, mais ils viennent quand même de mettre fin à une sacrée domination, car depuis 2010, Red Bull et Mercedes avaient remporté tous les titres, qu'ils soient pilotes ou constructeurs. Donc enfin, avoir une autre écurie, ça fait du bien. Sachant qu'en plus, on parle de McLaren, c'est une écurie qui est historique. C'est une écurie qui n'a pas été dans la lutte au titre depuis 2012 et qui surtout depuis 2015 est en grande galère. Alors ils se sont reconstruits petit à petit, ils ont commencé à refaire des podiums, à remporter des victoires et ça vient se concrétiser cette année avec un titre. Un titre, mine de rien, acquis dans la douleur. Je les imaginais vraiment, au vu du matériel qu'ils avaient, de gagner plus tôt dans la saison le titre et pas devoir attendre la dernière course. Surtout que l'écart, finalement, avec Ferrari, il est très très petit. Alors que Ferrari, derrière, ils ont eu aussi quelques complications qu'on va évoquer juste après. Ce titre, enfin le temps qu'il a fallu pour gagner le titre, je pense qu'il est aussi dû à la gestion, parce que, McLaren, même si c'est une équipe historique, comme je l'ai dit, ça fait 10 ans qu'ils sont dans la guerre, donc le personnel, il n'est pas habitué à remporter des courses, il n'est pas habitué à se battre pour des titres. Et ça s'est senti plusieurs fois. Des fois, on avait l'impression que, ouais, fallait pas prendre trop de risques, l'important c'était d'assurer les points ou le podium. Alors que non, quand tu joues à un titre, il faut quand même réussir à aller chercher des victoires, surtout quand t'es le prétendant. Ça s'est notamment ressenti sur le titre pilote, avec Norris qui du coup a perdu pas mal de points, je pense notamment à des erreurs stratégiques, ou aussi à des erreurs de gestion de pilote. Parce que putain, en interne, entre Norris et Piastri, franchement, il y a deux gros niveaux, de gros pilotes et aussi de fortes personnalités. Et il va falloir vraiment que McLaren corrige le tir l'année prochaine, parce que... parce que sinon, ça va être vite la merde au sein de l'équipe. Et ces erreurs, alors cette année, on peut les excuser, même si vous avez été très rare sur les réseaux à les excuser, moi le premier par moment, mais l'année prochaine, ce sera pas le cas, car ils sont champions, ils arrivent avec une autre étiquette, et ces erreurs un peu bêtes, il faut plus falloir qu'ils les fassent. Alors sur la fin de saison, ça s'est amélioré, mais l'année prochaine, c'est sur l'intégralité d'une saison qu'il va falloir gérer. Car en plus, on n'oublie pas que McLaren, au début de la saison, ils étaient genre la 3e ou 4e force du plateau. Donc le titre, c'est vraiment un sacré exploit, surtout quand on revient l'année dernière, au début de la saison 2023, où les deux McLaren partaient du fond de grille. Donc non, franchement, ils ont fait un super boulot sur les 2 saisons, ils ont fait un super boulot depuis 2015, et surtout, ils ont fait un super boulot cette année, car c'est une des rares équipes, quand ils apportent des évolutions, ça marche. Côté pilote, Lando Norris a fait sa plus belle saison. Il a enfin remporté sa première course, et franchement, c'est mérité, c'est un pilote qui est très 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 bon, très doué, et ça fait un moment qu'il méritait de gagner enfin un premier Grand Prix. Il en a remporté 4 cette année, il a fait... 9 podiums, c'est ça, 9 podiums supplémentaires, donc c'est une très belle saison. Il s'est battu dans le titre, il finit vice-champion, mais malgré que ce soit une belle saison, il y a quand même beaucoup de points négatifs. On va notamment penser à ses départs. Ses départs, pendant très longtemps, ça a été catastrophique, parce qu'il avait beau prendre énormément de pole, de partir en tête, ses départs, ils l'ont vite pénalisé, ils l'ont vite fait retomber dans le classement. Et souvent, ça les a fait même retomber derrière Max Verstappen. Et Max Verstappen, on en parlera un peu plus tard, mais il n'a pas été tendre, hein. Il a fait des gestes parfois bien limites. Et par contre, ces gestes, qui certes ne sont pas légaux, ont eu un impact psychologique, je trouve, sur Norris. On l'a vu au fur et à mesure de la saison, il avait de plus en plus de réticence à aller doubler le Hollandais, je trouve. Et ça, il va vraiment falloir qu'il le corrige, parce que l'année prochaine, s'il veut viser le titre, car à mon avis, il a tout ce qu'il faut pour viser le titre, il va vraiment falloir retrouver cette hargne que peut avoir un Leclerc ou un Russell quand il va se battre contre Verstappen. Et aussi, Norris, il va devoir se méfier de son coéquipier l'année prochaine, parce que Oscar Piastri, je trouve que ça a été le meilleur pilote, peut-être pas le meilleur, mais l'un des meilleurs pilotes cette saison. Il a remporté lui aussi sa première victoire, et d'ailleurs c'est assez rare d'avoir les deux pilotes qui remportent leur première victoire dans la même écurie la même année. En plus de ça, il va chercher 6 podiums, et surtout, petit à petit, il arrive à corriger ses défauts, et ça c'est vraiment bien.
Il avait un problème sur tout ce qui est gestion de pneumatiques. Alors au début de saison, ça s'est encore vu, et au fur et à mesure de la saison, on voit qu'il améliore sur ce point-là. Par contre, je trouve qu'il y a encore un problème dans la constance, que ce soit en rythme de course ou en qualification. En qualification, on l'a vu plusieurs fois réussir à faire une belle Q1, une belle Q2, et complètement rater sa Q3. Et en termes de rythme de course, alors quand c'est une course proprement parlée, moi je trouve qu'il est vraiment bon sur l'intégralité d'un Grand Prix, mais d'un Grand Prix à l'autre, il manque ce truc, cette constance qui lui permet d'être bon et efficace sur chaque Grand Prix. Et c'est ce qui fait actuellement la différence avec Norris, parce que Norris, d'un Grand Prix à l'autre, il est capable de réaliser la même performance, mais Piastri, des fois ça va être un Grand Prix sur 2 ou 2 Grands Prix sur 3. En tout cas, ça annonce de très belles choses pour 2025, mais ça on en parlera un petit peu plus tard en fin de vidéo. On enchaîne donc avec la Scuderia Ferrari, qui termine deuxième à si peu du titre. Ah, moi qui suis fan de Ferrari, ça me fout le seum. Ah, j'ai enfin cru que c'était la bonne, je suis un peu dégoûté, je vous avoue, mais ça a été une très belle saison de la part de Ferrari. Dès le début de la saison, ils se sont montrés comme la deuxième force du plateau, derrière Red Bull, qui était un peu intouchable au début de la saison, mais devant les Mercedes et les McLaren, ce qui leur a permis de très vite prendre des victoires, notamment en Australie, même si on avoue, ils ont bien bénéficié de l'abandon de Max Verstappen, et à Monaco, car là, à tout s'est joué sur la qualif, il y a eu une superbe qualif, et donc du coup ça leur a permis de garder cette avance. Et comme la course de Monaco c'était un peu chiant, étant donné que le changement de pneus s'est fait dès le départ, il n'y avait plus qu'à ne pas foutre la voiture dans le mur. Par contre, il y a eu ce gros trou à partir du GP du Canada, ou du GP d'Espagne. Alors le Canada, je me souviens qu'ils font un 0 pointé, et je crois que c'est en Espagne qu'ils apportent les améliorations, des améliorations qui ont vraiment eu du mal à faire fonctionner. Ça les a vraiment fait un peu régresser pendant un temps dans la hiérarchie, au point d'être derrière McLaren, derrière Mercedes. C'est con parce que ce problème, ça leur a sûrement coûté le titre, mais en même temps, c'est un changement de vision chez Ferrari qu'on n'a jamais vu avant, et qui d'un côté est bien à voir en fait. Je sais pas si vous voyez, il y a la frustration de se dire putain sans ça, ou s'ils n'avaient pas voulu continuer sur ce chemin, on aurait peut-être pu gagner le titre de constructeur, mais en même temps c'est une très bonne chose ce qu'ils ont fait. Parce que plutôt que de paniquer, que d'essayer d'apporter des améliorations sur des améliorations pour pouvoir corriger le problème des premières améliorations, eh ben ils ont fait quelque chose de totalement différent de ce qu'ils font d'habitude. Là, ce qu'ils ont fait cette année, c'est qu'ils se sont dit, nos améliorations, on sait qu'elles sont bonnes, on sait qu'elles vont nous apporter des résultats, mais on n'arrive pas à les faire fonctionner. Et plutôt que de partir dans des séries d'améliorations, eh ben on a préféré essayer de comprendre le problème, d'analyser le problème et de le régler. Et finalement, ça a permis à Ferrari de très vite remonter la pente une fois qu'ils ont réussi à vraiment faire fonctionner leurs améliorations. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit à Frédéric Vasseur. Je pense que c'est sa mentalité, sa façon de gérer l'équipe qui a permis d'amener vers ce chemin qui, je le répète, est un chemin qu'on voit rarement chez Ferrari. Et je pense aussi que le fait d'avoir fait ça, d'avoir décidé de persévérer, ok, c'est chiant pour 2024 parce que Ferrari gagne le titre, mais pour 2025, ça va peut-être porter des fruits très importants. Et qui sait, allez, un titre, on y croit. Côté Charles Leclerc, je pense qu'on peut le dire, 2024, c'est sa meilleure saison. Cette année, le pilote a été très fort, très solide, très constant. Et surtout, j'ai l'impression que psychologiquement, il y a un truc qui a changé. Les années précédentes, on a toujours vu Leclerc surpiloter, essayer de faire plus que nécessaire. Et cette année, je trouve pas qu'on ait eu ça. Je trouve vraiment qu'il a réussi à atteindre le 100% et sans jamais aller trop loin, sans jamais surpiloter. Et donc, du coup, on risque de mettre la voiture dans le mur. Donc ça a été une année très solide, même si tout n'est pas encore réglé chez Leclerc. Il a encore trop de temps, je trouve, que ce soit avec son équipe ou avec sa radio. Même si ça s'améliore, même si on voit un peu de changement encore cette année, il se fait trop dicter par les décisions de l'équipe et il ne se fait pas assez entendre, ce que fait très bien Carlos Sainz pour le coup. Et surtout, comme Carlos Sainz prend beaucoup de poids à la radio, beaucoup de poids dans les décisions stratégiques, Leclerc il compatit par rapport à son coéquipier. L'année prochaine, on rappelle que son coéquipier, c'est Lewis Hamilton, donc ça va être encore un plus gros morceau de Carlos Sainz, et donc il va vraiment falloir qu'il améliore cette gestion d'équipe, cette gestion à la radio, cette gestion avec son équipe, avec son coéquipier, pour pouvoir encore progresser. Et pour terminer sur Leclerc, on va parler vite fait de ses victoires, notamment deux d'entre elles, Monaco et Monza. Pour lui, en tant que monégasque et en tant que pilote Ferrari, c'est les deux plus belles victoires qu'il pouvait avoir dans une saison. Mais je trouve surtout que Monaco, ça a créé une sorte de déclic.
Et je pense que c'est le truc dont il avait besoin de se dire que ça y est, j'ai performé à Monaco après des années de galère. Là, ça y est, il a eu sa victoire. C'était très émouvant le podium à la fin de la course. Et ça, je pense, a eu un déclic et ça va avoir un très bon impact, je pense, dans le futur. Côté Carlos Sainz, on a aussi 2 victoires, donc celle en Australie avec une putain de masterclass, et 7 autres podiums. Il a pleinement su s'imposer une fois de plus dans les décisions stratégiques, comme j'ai dit avec Charles Leclerc, ce qui a donné un côté un peu individualiste au pilote. Et en même temps, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Je veux dire, dès le début de la saison, on sait qu'il quitte Ferrari, on sait que Lewis Hamilton va prendre sa place, et en fait, ça s'est senti notamment vers la fin de saison. Il a dû se dire, bon, c'est la dernière fois que je peux gagner des courses, c'est la dernière fois que je peux monter sur des podiums avant peut-être très longtemps, parce que l'année prochaine, enfin chez Williams. Et donc du coup, ça s'est senti un petit peu en mode, je vais essayer de moi réussir un bon résultat au détriment de l'équipe. Enfin, c'est une vision qui est un peu personnelle. Et après, bah, grand bien lui fasse, hein, il a réussi à atteindre des super résultats et ça a quand même permis d'être gratifiant pour l'équipe, ces résultats. Mais voilà, un petit côté individualiste, je trouve, mais ça montre aussi à quel point il peut être très fort, Sainz. Alors, je pense qu'en termes de pilotage, en termes de course, il est peut-être un chouïa en dessous de Leclerc, mais par contre, en ce qui est stratégique, il n'y a pas photo, c'est lui le meilleur. Et une fois de plus, je le répète, ça s'est prouvé à Melbourne. À Melbourne, il a fait une superbe course, et ouais, on voit bien que c'est ce point-là, le point fort de Sainz. Ensuite, on a Red Bull. Alors Red Bull, au début de saison, je pense que vous serez tous d'accord pour dire qu'on a eu très peur. Hein. On les voyait bien réussir à faire la même domination, ou en tout cas une domination assez similaire à l'année dernière. Et finalement, ben, on s'est tous très vite plantés. Je pensais pas que Red Bull aurait été à ce point fragile, à ce point prenable, quand on voyait le rythme hallucinant qu'il y avait en début de saison. Je pense que le concept de la voiture qu'ils ont voulu importer cette année, il était très novateur par rapport à la concurrence, et donc ça leur a permis d'avoir une sacrée avance en début de saison, mais ça a l'air d'être un concept qui est difficile à faire évoluer, et donc si c'est difficile à faire évoluer, forcément les autres qui ont peut-être une plus grande marge d'amélioration peuvent les rattraper, et ça s'est vu. McLaren leur est passé devant, Ferrari leur est passé devant, Mercedes, sur certains Grands Prix, ils pouvaient les battre. La voiture, elle est peut-être un problème des contre-performances de Red Bull, mais après, il y a aussi de nombreux départs qui se sont faits en interne depuis le... Parce qu'on n'oublie pas qu'à la base, il y a quand même une putain de polémique autour de Christian Horner, et donc je pense que ça a aussi joué sur l'impact psychologique. Ça a entraîné des départs, comme j'ai dit, avec le départ d'Adrian Newey pour Aston Martin, et Jonathan Whitley aussi, qui est parti, lui, rejoindre Audi. Donc c'est quand même 2 gros noms qui quittent Red Bull. Et puis ils ont dû se battre avec un seul pilote sur les 3/4 de la saison quasiment. Donc ouais, forcément, ils terminent 3e. Mais ça laisse quand même présager de mauvaises choses, je pense, pour l'année prochaine. Niveau pilote, Verstappen, il a fait un super début de saison. Il prend 7 victoires en 10 courses, donc déjà c'est plutôt pas mal, hein, et c'est quasiment là-dessus qu'il a capitalisé pour réussir à atteindre son titre de champion du monde. Dès Miami, on a commencé à voir que il y avait de la perte de performance, parce que même si on a tendance à rétorquer que Norris il a gagné sa première course parce que la safety car elle est mal sortie, il y a quand même une erreur de Verstappen à la base qui endommage sa voiture, et derrière, à la reprise, Verstappen, il n'arrive pas à rattraper le rythme de Norris. Alors, en Émilie-Romagne, il remporte la course, mais Norris, il termine à près d'une seconde, je crois, de Verstappen, donc une victoire à l'arraché. Et après ça, Verstappen, il fait beaucoup de P5 et de P6. Alors bon, P5, P6, en tant que pire résultat, ça va, hein. Pour Perez, P6, c'était son meilleur résultat. Mais il a surtout dû limiter la casse. Alors, il a très bien limité la casse, hein. Comme j'ai dit, P5, P6, ça reste quand même pas mal de gros points. Derrière, en plus, il arrive à enchaîner des podiums quand il peut, avec... il y a quoi? Il y a Pays-Bas, je crois, où il fait podium, il y a les USA, il y a Grande-Bretagne, et puis même au point de réussir à aller rechercher 2 autres victoires supplémentaires. Il remporte le Qatar en étant intouchable, et puis il remporte le Brésil, mais dans une course magistrale. Alors oui, on pourrait se dire qu'il a eu de la chance parce qu'il n'est pas rentré au stand, donc du coup, avec le drapeau rouge, il a pu changer ses pneus gratuitement. Moi je dirais surtout qu'il y en a un qui a été plus malin que l'autre,
qu'il y en a un qui a su mieux lire la course que l'autre. L'un ou par rapport aux équipes, hein, je vise pas forcément un pilote en particulier qui aurait tenu des propos un peu comme ceux que j'ai décrits juste avant. Mais dans tous les cas, derrière, bah, il a eu quand même un superbe rythme, aucune erreur. Non, franchement, sa victoire au Brésil, elle est magistrale selon moi. Et Red Bull, il peut remercier Verstappen d'avoir été là, d'avoir assuré toute la saison, parce que du côté de chez Perez, c'est pas du tout le cas. Autant le début de saison, les 6 premières courses, elles sont pas mal, il fait 4 podiums, dont 2 doublés, donc ça laissait présager de belles choses. À Miami, il fait P4, donc bon, ça va. Et derrière, c'est tout. Il n'y a plus grand-chose du côté de chez Perez. Comme je l'ai dit, Perez, après cette P4 à Miami, son meilleur résultat, c'est P6 aux Pays-Bas. Bon, quand c'est le pire résultat de ton coéquipier, et toi, c'est ton meilleur, ah voilà, il y a un problème, et ça se revoit en nombre de points. Les points de Verstappen, c'est quasiment les 3/4, voire peut-être même un peu plus du résultat total de Red Bull. Perez, il a été inexistant sur les 3/4 de la saison. 3/4 d'une saison, c'est impressionnant. Et c'est même fou que Red Bull l'ait gardé jusqu'au bout. On les a connus bien plus sévères par le passé, notamment avec Gasly ou avec Albon. Sachant qu'en plus derrière, c'est des éliminations en Q2, voire en Q1, et que c'est des bourdes, mais monumentales. Le Mexique, où il n'arrive pas à se positionner comme il faut sur la grille, et le Qatar, où... oh putain, le Qatar, le sprint du Qatar, j'entends, où il prend pas le départ. C'est un truc de fou. À quel moment t'es pilote de Formule 1, le feu est vert et tu démarres pas? Putain, c'est un truc de fou. Derrière, t'avais Colin Pinto, limite, il aurait klaxonné, quoi. Puis, en plus, sur la course principale, il fait une erreur, je crois, il abandonne. Rebelote après à Abu Dhabi, où il... Bon là, il rentre en contact, mais en même temps, en gros, quand tu pars aussi bas, aussi loin, forcément, bah tu t'opposes à des gros risques, quoi. Tout le monde le sait, partir du fond de la grille, c'est risquer de pouvoir être pris entre deux feux, d'avoir quelqu'un qui va te rentrer dedans, et bah forcément, Perez, quand tu pars loin, déjà, ça le met en difficulté. En plus, derrière, bah, il se fait rentrer dedans ou quoi, il rapporte que dalle. Et si Red Bull n'a pas été dans la lutte au titre sur... une majeure partie de la deuxième moitié de saison, bah, c'est en grande partie à cause de Perez. Et je comprends pas qu'il ait pas été viré. Et apparemment, c'est pas encore totalement fait. Alors oui, tout le monde parle de Lawson qui devrait venir remplacer Perez, sauf que derrière Perez, il faut quand même le virer à coût de 12 ou 20 millions de dollars. Ouais, c'est pas une petite clause de sortie qu'il a signé Perez. Hein. Et c'est là-dessus aussi qu'il joue beaucoup, et c'est aussi là-dessus que bah, Red Bull tarde à virer Perez, parce que putain, faut les sortir quand même, hein. Même s'ils sont pétés de thunes, 12 ou 20 millions, si c'est pris sur le budget cap, ah ça pique, ah ça pique beaucoup. Même s'il a réussi à faire des podiums en début de saison, ça reste quand même le seul pilote des 4 top teams qui n'a pas remporté une course. Et moi je trouve que c'est notamment en Australie qu'il aurait dû gagner, parce que Verstappen a abandonné, et normalement le but d'un numéro 2, bah, c'est de pallier à la défaillance de ton leader. Donc là, ne pas le voir gagner la seule course où Verstappen n'est pas bon, en tout cas sur le premier quart de saison, ouais, non, dès le début, ça sentait le sapin. Bref, Perez, on l'avait déjà dit l'année dernière, c'était incompréhensible qu'il soit encore en 2024 chez Red Bull. Qu'il ait prolongé jusqu'en 2026, je sais pas ce qu'il a concernant Christian Horner. Hein. Peut-être qu'il a un dossier comme ça avec toutes les preuves contre lui. Mais ouais, pour Red Bull, s'il reste l'année prochaine, ça va être compliqué. Avec les départs, ça va être compliqué. Puis en plus, on n'oublie pas aussi toute la guerre en interne entre Marco et Christian Horner. Waouh, ça doit pas être cool de bosser chez Red Bull en ce moment. Du côté de Mercedes, alors, on pourrait dire que la saison est mieux que les précédentes, parce qu'ils ont réussi à remporter 4 victoires. Mais, est-ce qu'on pourrait pas aussi dire qu'ils stagnent un peu? Oui, Mercedes, depuis l'intronisation du règlement technique en 2022, il galère. Et surtout, je trouve qu'il galère à progresser. On a vraiment l'impression de voir l'équipe stagner. Alors que non, hein, ils progressent. La preuve, ils ont réussi à remporter 4 victoires cette année. L'année dernière, bah, personne n'a gagné, donc à part Ferrari qui a réussi à casser Red Bull. Mais en 2022, je crois qu'ils prennent qu'une victoire avec George Russell. Donc ouais, là, ils ont réussi à faire une meilleure saison, mais on a l'impression qu'en interne, ça ne va pas mieux. Qu'on ne comprend toujours pas la voiture, alors qu'on a quand même changé de concept par rapport à celui de l'année dernière, à celui d'il y a 2 ans, avec le zéro ponton. Et du coup, ce problème de compréhension de la voiture, ça la rend difficilement exploitable. Très clairement, pour que Mercedes réussisse une belle course, il faut une bonne condition climatique, généralement assez fraîche. Bon, étant donné que tu roules généralement l'été ou dans des pays où il fait chaud,
c'est pas pratique. Ensuite, il faut que la piste, elle soit adaptée. Et derrière, le gros problème, c'est que la fenêtre de fonctionnement est beaucoup trop petite. Il faut vraiment que ce soit réglé au poil de cul pour que ça fonctionne. Si vous voulez changer légèrement la hauteur, légèrement la pression, on passe du kit au double. C'est un truc de fou. Hamilton le disait lui-même, alors même si Hamilton, on en parlera un peu après, mais Hamilton disait que il comprenait pas, des fois on changeait presque rien et la voiture se comportait totalement différemment. Et ça, bah forcément, quand t'as une voiture aussi compliquée à régler, ah tu peux pas être compétitif. Alors oui, donc du coup ils vont remporter des victoires, mais et pas forcément des victoires chanceuses, des victoires totalement méritées, hormis peut-être l'Autriche, mais tu peux pas être constant. Et être constant, c'est quand même la base si tu veux jouer un titre. Côté George Russell, alors comme je l'ai dit, il a remporté 2 victoires, une un peu chanceuse en Autriche où il profite bien de l'accident entre Verstappen et Norris pour prendre la tête, mais derrière en Belgique, non pas en Belgique justement, par contre à Vegas, il réussit une course fantastique, il nous remporte une victoire de main de maître, il était intouchable ce week-end-là. Et Belgique, j'en parlais, alors oui, il est disqualifié, donc du coup, il remporte pas la victoire, mais sa prestation, elle était magistrale également. Elle était magistrale à la fois en piste, mais aussi dans la gestion de la stratégie. Il a réussi à dicter sa volonté, et à faire en sorte que l'équipe suive sa volonté, et ça, c'est pas rien. Et ça, c'est important, surtout quand tu vas devenir le leader de l'équipe. Et ça s'est vraiment ressorti cette année, je trouve. Comme on savait qu'Hamilton partait, très vite, on a mis plus de responsabilités sur Russell, ce qui est normal, et je trouve qu'il a parfaitement su gérer cette responsabilité et le stress qui en découle. Il arrive à prendre ce lead dans cette équipe, et c'est une très bonne chose quand on voit le coéquipier qu'il va avoir l'année prochaine. Côté Hamilton, c'est également 2 victoires, donc une en Grande-Bretagne chez lui, qui a dû lui faire énormément de bien après toutes ces années de galère, parce que entre la fin de saison 2021, enfin la toute dernière course, le tout dernier tour où ça a été un peu chaotique, et que ça a laissé un impact sur lui. La saison 2022 et 2023, complètement galère. Gagner le Grand Prix de Grande-Bretagne chez lui, ça a dû lui faire du bien, ça a dû créer un déclic. Et derrière, il va remporter le Belgique, alors certes sur disqualification de son coéquipier, mais c'est une victoire qui est totalement méritée, parce que, comme Russell, il a réussi une très belle course, peut-être même une meilleure course que Russell, mais là c'est la stratégie qui a payé. Mais par contre, tout le long de la saison, on a senti une forme de ras-le-bol. Il partait, donc forcément, le fait que la voiture ne marche pas, ne s'améliore pas, je pense que dès le début de la saison, on se met dans un mauvais mood en mode putain, encore une année, devoir tirer sur la corde, devoir faire ce que je peux avec un matériel compliqué, un matériel délicat, vas-y, ras-le-bol. Ça s'est vu tout le long de la saison, enfin ça s'est surtout entendu lorsqu'il y avait les interventions à la radio. Et ça a été le pinax au Qatar, quoi, où on a vraiment cru qu'il allait abandonner juste parce que, putain, ras-le-bol, j'en ai marre. Il y avait même des rumeurs à un moment donné, comme quoi Hamilton pourrait ne pas disputer la dernière course. Les 3 dernières courses, qui démissionneraient et que du coup, il laisserait la place à Antonelli. Bon, j'y croyais pas trop à ces rumeurs, hein, très honnêtement, mais c'est vous dire à quel point on sentait une sorte de malaise pour que de telles rumeurs puissent surgir. Parce que Hamilton, c'est quand même pas le dernier à aller se battre, donc... Ouais, je pense que il était temps que la page Mercedes se tourne, on parle quand même d'une sacrée page, hein. Il est là-bas depuis 2013, et en dehors de la longévité, c'est aussi les exploits qu'il accomplit. On parle quand même de 6 titres de champion du monde, on parle de près de 80 victoires, je crois, donc ouais, c'est pas une petite page qui se tourne. Mais je pense que, comme dans une relation qui fonctionne plus, il était temps que ça se termine. Alors, ensuite, on a Aston Martin. Je regarde mes notes parce que j'ai plus du tout souvenir de ce qu'on va dire sur Aston Martin, et en même temps j'ai noté Aston Martin égale le vide. Je pense que ça résume bien la saison d'Aston Martin. Hein. D'un point de vue statistique, c'est impressionnant de montrer ce vide qu'a vécu Aston Martin, parce que sur les 6 premières courses, ils marquent à peu près la moitié de leurs points. On parle quand même d'une saison à 24 courses. Donc quand tu marques la moitié sur 6 d'entre elles, ouais, c'est chaud, c'est vraiment chaud. En plus, ils commencent la saison, alors, un peu en dessous de ce qu'on pouvait attendre d'eux. Ils étaient plus au niveau de McLaren et Mercedes, et encore légèrement en retrait. Sauf quand tu t'appelles Fernando Alonso, où là, forcément, t'arrives à sublimer un peu ta voiture, et donc du coup, à aller chercher des positions qui ne sont pas au niveau de la voiture, je pense. Et ça s'est confirmé après dans les 3 quarts de saison restants, hein. De toute façon... C'est Fernando qui a marqué quasiment tous les points de l'équipe cette année, encore une fois. Mais une équipe qui, du coup, a commencé comme concurrente de McLaren et Mercedes, s'est finalement retrouvée comme une équipe
à devoir se battre contre Haas, contre Racing Bull, contre Alpine, voire même être en dessous de ces 3 équipes. Et ouais, là c'est chaud. Quand on se souvient en plus des promesses du début de saison dernière, on voyait Alonso monter sur des podiums, wow, en 2 ans, le recul de l'équipe, il est impressionnant. Et en plus, le problème de l'équipe, il est le même que l'année dernière, c'est qu'ils ont apporté des améliorations qui n'ont pas marché. Peut-être qu'ils devraient prendre exemple sur Ferrari, essayer de comprendre pour améliorer la situation. Parce que c'est pas possible d'avoir 2 ans de suite le même problème. De toute façon, Alonso s'en est très logiquement plein à la radio. Tant qu'on parle d'Alonso et de radio, je pense qu'on l'a tous vu sur la fin de saison, sur le dernier quart de saison, c'était une forme de ras-de-bol. Mais si on prend la saison dans son ensemble, ça a fait un petit moment que ça n'a pas été simple pour Alonso niveau mental, je trouve. Sur la fin de la première moitié de saison, j'étais limite en train de me demander s'il n'était pas en train de complètement lâcher, et qu'à la fin de saison, il se dirait pas vas-y, Brun, je prends ma retraite. J'en étais vraiment arrivé à ce niveau-là. Alors qu'en course, bah, ça reste un très bon pilote, on le voit, je l'ai dit, il est capable de faire des performances qui sont bien meilleures que sa voiture, bien au-delà de ce qui peut arriver. Ça marche quand ta concurrence t'arrive encore à être collé à eux. Une fois que la concurrence s'éloigne et que bah, l'autre arrive, ouais, là c'est compliqué quoi. Et donc du coup, bah, là où avant t'essayais de te battre pour aller chercher une P5, une P6, bah tu te retrouves à devoir batailler pour une P9, P10 quoi. Un pilote comme Alonso, qui a plus de 40 ans, qui est double champion du monde, bah je peux comprendre que ça le saoule quoi, une telle situation. Donc oui, j'ai vraiment cru qu'il allait lâcher après la première moitié de saison, et oui, je comprends ce ras-le-bol qu'il a de pas avancer. Après, c'est pas forcément une mentalité qui est bonne pour l'équipe, hein, mais il faut le canaliser, et ça c'est compliqué, mais pour le canaliser, il faut lui donner une bonne voiture. Et là-dessus, je pense qu'il attend beaucoup d'Adrien Newey. Côté Lance Stroll, alors, Lance Stroll, je vais vous dire tout de suite, c'est un pilote dont je m'en bats les couilles. Tu sais que peu importe ce qu'il va faire, que ce soit bien ou que ce soit pas bien, il va rester dans l'équipe. Je veux dire, l'équipe, ça appartient littéralement à son père, donc bon, tu pars de ce principe-là, tu sais que peu importe ce que tu vas faire, tu seras quand même là. Alors peut-être qu'un jour, ça changera, peut-être, faut pas croire. Et donc forcément, avec ce postulat-là, bah tu t'intéresses pas forcément au pilote, quoi. Tu sais que ces contre-performances, personne n'en aura quelque chose à foutre. Donc pourquoi tu te fais chier à en avoir quelque chose à foutre? Mais, au début de saison, j'étais agréablement surpris. Alors oui, il était à un niveau en dessous d'Alonso, mais pendant cette petite période de creux d'Alonso, sa période ras-le-bol, ben on a vu Lance Stroll qui arrivait à faire à peu près jeu égal. Mais ça a duré qu'un temps, parce que à la reprise, Lance Stroll, on l'a plus vu. Il n'y a eu aucun point de marqué sur les 11 dernières courses, sachant que je crois que dans le lot, il y a 3 sprints. Ouais, c'est impressionnant, quoi. Alors ok, Alonso, il a pas marqué beaucoup de points non plus. Et 0 points. On parle quand même de 0 points sur 11 courses. Mais du coup, à part ça, bah, j'ai rien à dire. Après, je crois, mais je suis pas sûr, qu'il a fait moins de conneries que les années précédentes. Mais je suis même pas sûr de mon coup. Ouh putain, on arrive à Alpine. Alors Alpine, on va séparer en deux, hein. On va d'abord parler de l'aspect sportif, on parlera du côté extra-sportif juste après, parce que putain, il y a beaucoup de choses à dire. Côté sportif, alors, ça a bien commencé. La voiture, en début de saison, elle est 15 kg trop lourde. Alors, je veux bien que le moteur Renault, il soit pas bon, il a un déficit par rapport à la concurrence, ok. Mais c'est pas de la faute du moteur si ta voiture, elle est 15 kg trop lourde. Et ça joue énormément aussi dans les capacités de ta voiture et de ton équipe. Donc forcément, début de saison, c'était n'importe quoi. Hein. C'était sûr, ça passait pas les Q1. Ça traînait en fond de peloton pendant toute la course. Bon, ça pouvait qu'être mieux au fur et à mesure de la saison, et ça a été mieux au fur et à mesure de la saison. On a commencé à aller voir, à se battre pour des points, mais des petits points. Ça allait chercher une P9 ou une P10 tout au mieux. Sachant qu'en plus, derrière ça, bah, quand l'équipe elle est capable de faire à peu près des bons résultats, c'est côté équipe que ça merde. Alors, bizarrement, niveau stratégie et pneumatique, j'ai pas de souvenir comme quoi ça s'est mal passé, mais les problèmes, ils sont bien plus graves, en fait. On parle quand même de pièces qui sont montées à l'envers. Le pinacle du sport automobile, messieurs, dames. Mais est arrivé Flavio Briatore, alors on va en parler juste après de Flavio Briatore. Toujours est-il que son arrivée, elle a eu quand même un impact positif sur l'aspect sportif et sur les performances, notamment sur les dernières courses de la saison. C'est impressionnant la remontée qu'ils ont réussi à faire. Alors oui, le Brésil, il aide beaucoup avec une P2 et une P3. Mais quand même, il y a eu énormément de points marqués sur la dernière partie de saison, ce qui leur a permis d'aller arracher la P6 au constructeur.
Ce que je trouve pas mérité, mais c'est le sport, hein. C'est pas toujours le meilleur qui gagne, des fois c'est le plus malin. Et bien là, c'est un peu ce qui lui est arrivé avec Alpine. Alors niveau extra-sportif, déjà le début de saison, ça a été un peu la merde, hein. Alors c'était déjà la merde depuis l'année dernière, et le renvoi de Snuff Tower, qui avait toujours pas été remplacé en début de saison, donc forcément, bah... pas ouf pour commencer la saison. Et bah finalement, à un moment donné, on s'est peut-être dit que tiens, ce serait bien de mettre quelqu'un à la tête de l'équipe. Et donc du coup, bah c'est Flavio Briatore qui se retrouve à la tête de l'équipe. Comme j'ai dit, d'un point de vue sportif, ça a eu des aspects positifs. D'un point de vue managérial et extra-sportif, c'est une catastrophe. On parle quand même de centaines de licenciements. On parle de la fermeture de l'usine Renault. Alors c'est pas que Flavio Briatore hein, qui est à l'origine de la fermeture de l'usine moteur, c'est aussi le grand patron de Renault Group. Après, je pense par contre que Flavio, il a bien aidé pour aller chercher un moteur Mercedes qui a permis de fermer l'équipe, l'usine moteur. Et puis après, ça reste un managérial toxique, hein. On en a eu la preuve avec, avec Esteban Ocon à l'issue du GP du Qatar. Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'histoire, Briatore, il a vu Ocon 2-3 heures avant le Grand Prix, il lui a dit « Écoute mon grand, c'est soit tu quittes l'équipe à la fin du Grand Prix du Qatar, et t'as le droit de disputer tes tests avec As, soit c'est mort, tu fais le dernier Grand Prix avec nous, mais t'auras pas tes tests. » Bon, hein? Je pense qu'il s'est pas posé trop de questions, il s'est dit, bah écoutez, vous me cassez les couilles à la fin, parce que le pauvre Ocon, il a vécu une saison de merde, entre un putain de bashing sur les réseaux sociaux, qui bizarrement, on a été un peu plus clément lorsqu'on a eu vent de cette affaire, mais quand même, il s'est pris un putain de bashing que je trouve pas mérité, et puis en plus, l'image que ça renvoie de l'équipe, quoi. Ocon, c'est le seul pilote qui a remporté une course par Alpine, voire même le seul pilote qui a remporté une course depuis le retour de Renault. Quelle image ça renvoie de toi? Ça veut dire que même le meilleur pilote que tu as eu chez toi, enfin, peut-être pas le meilleur sportivement, hein, mais en tout cas celui qui t'a apporté les meilleurs résultats, on parle quand même d'une victoire, la seule, bah tu le traites comme de la merde. Mais comment tu veux que les gens, les pilotes, ou même des ingénieurs, des mécaniciens, viennent dans ton écurie? T'as zéro respect pour ton personnel. Alors peut-être que Alpine, ça continuera d'attirer du monde, peut-être que les performances à l'avenir, elles vont aider à attirer du monde, mais là, en l'état, moi je comprends qu'il n'y a aucun pilote qui a voulu rejoindre Alpine l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il irait te faire chier là-bas? Tu vas être traité comme de la merde. Niveau pilote, alors Pierre Gasly, je trouve que ça n'a pas été le meilleur des deux cette année. Alors oui, il a marqué plus de points, même au moment où Ocon était encore présent, mais j'ai trouvé qu'il marchait plus sous forme de fulgurance, on va dire. Après, il n'a pas été aidé non plus, hein. C'est lui qui a eu la voiture montée à l'envers, je rappelle. Donc ça n'aide pas à pouvoir faire une saison solide et pouvoir marquer régulièrement des points. Par contre, sa fin de saison, elle est stratosphérique. C'est 31 points marqués, plus 2 points sur une course sprint en 4 courses, sur un total de 42 points. C'est impressionnant, mais c'est pas normal. Les gars, ils ont fait l'inverse d'Aston Martin chez Alpine. Aston, c'est début de saison canon, après plus rien. Alpine, c'est plus rien, fin de saison, on met tout, on cartonne. Après, je suis content pour Gasly, hein, il va chercher un nouveau podium, il finit P10 au classement pilote. C'est cool, franchement c'est cool pour lui, même si voilà, je trouve que c'est Ocon qui a été le pilote le plus solide. Je trouve qu'il a été plus constant, qu'il allait, certes, il marquait moins de points, mais voilà, des performances bien meilleures. Et c'est triste que ça s'est mal fini. Mais après, voilà, au fur et à mesure de la saison, pour Ocon, ça a été compliqué. Alors, on savait qu'il allait partir, de toute façon, en interne, ça avait pas l'air d'être facile. Comme je dis, en plus, derrière, il se fait un méga bashing sur les réseaux. Donc, au niveau moral, c'est pas cool, surtout qu'en plus, aucun soutien de la part d'Alpine, apparemment. Et que derrière, bah, les améliorations, on balance tout chez Gasly, ce qui est logique, hein, évidemment, mais tout sur le pilote qui va rester et rien sur le pilote qui s'en va. Vous n'aurez pas non plus qu'il donne trop d'informations à l'adversaire, ce que je peux comprendre. Et donc du coup, bah, il se retrouve à la fin de saison à faire des résultats catastrophiques, quoi. En même temps, quand t'as pas la voiture pour aller chercher des résultats... Mais je pense que c'est surtout une question de voiture, hein, plus qu'une question de pilote, parce que tu peux pas avoir un Gasly qui fait Q3 et un Ocon qui finit P19. À moins qu'il en avait vraiment ras-le-bol de chez Alpine, ça c'est pas impossible non plus. Quant à Jack Doohan, je vais pas trop m'attarder sur le sujet, hein, c'est bizarre de parler d'une personne comme ça, tu me diras. Il a pu faire qu'une seule course, c'est donc trop juste pour pouvoir vraiment analyser sa saison. En plus, c'est la dernière de l'année. La voiture, je pense pas qu'il avait la dernière voiture, la même spécificité technique que Gasly. Donc voilà, on va pas vraiment juger cette course, c'est trop compliqué. Il avait un boulot, c'était faire des tours, prendre de l'expérience et ramener la voiture indemne.
c'est ce qu'il a fait. Voilà. Il n'y a rien de plus à rajouter. Ensuite, on arrive à As qui, je trouve, a été la belle surprise de la saison. As, alors très clairement, moi je pense qu'ils auraient dû finir P6 constructeur. Ils auraient mérité de finir P6 constructeur. Comme je l'ai dit, c'est pas toujours le meilleur qui gagne. C'est le jeu, c'est le sport. Au début de saison, alors on les a bien vus, ils étaient derrière les 4 top teams, derrière Aston Martin. Mais ça se battait avec Racing Bull. Et donc, fallait espérer soit qu'il y ait un abandon dans les 10 premiers, soit une contre-performance de Stroll, ce qui arrive assez facilement, hein, on va pas se mentir. Donc du coup, il fallait ces conditions-là en début de saison pour pouvoir marquer des points, et à la grande surprise, c'est que As a progressé au fur et à mesure de la saison, et ça c'est rare pour le souligner. on les a toujours vus cartonner en début de saison et après se planter la gueule, et ben là non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont apporté plusieurs fois des modifications, ça aussi c'est du nouveau chez As, généralement on fait une grosse update et puis c'est tout, mais là non, on a fait plusieurs améliorations au fur et à mesure de la saison, ça a eu un impact très positif et surtout ça leur a permis de continuer d'être compétitif tout le long de la saison. Et une fois de plus, je le répète, c'est pas quelque chose de banal chez As. Et du coup, tu te retrouves d'une équipe qui doit espérer des abandons pour pouvoir marquer des points à une équipe qui va chercher les points, qui va chercher des Q3, qui va chercher à la régulière des top 10. Et ça fait plaisir à voir. Même si c'est aussi une saison un peu particulière, parce que entre Hülkenberg qui s'en va et Magnussen qui quitte la F1, ah oui, je sais pas, moi j'avais mon petit cœur nostalgique, je crois, qui parlait aussi un petit peu. Et j'avais vraiment envie que ça se termine sur une bonne note, donc je pense aussi que j'aurais voulu les voir P6 d'un point de vue juste purement personnel. Côté pilote, on va commencer par Hülkenberg. Il y a un seul mot, je pense, pour illustrer la saison de Hülkenberg, c'est solide. Entre parenthèses, comme toujours. Non, franchement, Hülkenberg, ça a toujours été quelqu'un de réputé pour des saisons et des courses solides, constantes. Et une fois de plus, il l'a montré. Une fois de plus, il a aussi montré tout le bienfait technique qu'il apporte. Tu peux pas réussir à amener des évolutions comme ça plusieurs fois dans la saison et à faire en sorte qu'elles fonctionnent si t'as pas derrière un pilote qui a un vrai atout technique. Et clairement, c'est Hülkenberg, ça se voit depuis l'année dernière, les progrès qu'a fait l'équipe, c'est grâce à lui. Derrière, il a dominé son coéquipier, il va chercher beaucoup de points. Et la P10 aussi, elle aurait été méritée pour Hülkenberg. Donc très clairement, son départ, ça va être une perte pour l'équipe, tant il porte l'équipe sur ses épaules. Côté Magnussen, alors déjà, il a été suspendu pour avoir 12 points de pénalité sur sa super licence. C'est le premier. Ça vaut le coup d'être signalé. C'est une suspension à la fois méritée et non, parce que quand on voit les manœuvres qu'il a eues en début de saison, alors oui, si on remet dans le contexte, fallait défendre corps et âme pour pouvoir espérer laisser Hülkenberg partir loin devant et récolter un point. À la base, on parlait quand même de se battre pour un point en début de saison, hein, je vous le rappelle. Donc ouais, ça l'a amené à faire des manœuvres vraiment limites, je pense à l'Arabie Saoudite, je pense à Miami. Mais par contre, derrière, ça entraînait une suspension qui n'est pas non plus imméritée vu les manœuvres qu'il a pu nous faire. On parle quand même parfois de 2 à 3 manœuvres pénalisables sur une seule course. Donc ouais, c'est assez chaud. Par contre, derrière, niveau qualif, niveau course, on l'a quand même vu en deçà de son coéquipier une fois de plus, et donc ouais, c'est logique que malheureusement il soit remercié à l'issue de la saison. Après, connaissant Magnussen, si ça se trouve, il va faire un retour en 2026 pour aller rouler chez Cadillac. C'est le roi des comebacks, Magnussen, donc pourquoi pas encore un, hein. Ouais, et puis j'avais noté, pour finir sur un aspect statistique, on parle quand même d'un pilote qui a marqué moitié moins de points que son coéquipier. Et je pense que ça a aussi joué dans le fait de perdre la P6 constructeur. En ce qui concerne Oliver Berman, parce que oui, j'en ai pas parlé quand c'était le cas Ferrari, je vais en parler là maintenant. Oliver Berman, donc, il a remplacé Carlos Sainz tout d'abord chez Ferrari lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Il fait P8, c'est tout ce qu'on pouvait espérer pour lui. Le début de saison, c'est quand même 5 gros top teams qui se battent, donc ouais, aller chercher P8, c'est presque le mieux qu'on pouvait espérer pour lui. Déjà P10, ça aurait été... voire P9, allez. Oh, le petit P9 en battant Stroll. Mais voilà, il pouvait pas faire mieux. Il a réussi à le faire dans une course qui a l'air d'être assez éprouvante. Hein. Je pense que si vous vous souvenez de l'image avec son harnais de tête qui est complètement déformé, franchement, c'est une belle perfo. Derrière, donc, il remplace Magnussen à Bakou, où il fait également une très belle course. Il va chercher une P10. Une course vraiment saluée, notamment parce qu'il a réussi à battre Hülkenberg en qualification. Et battre Hülkenberg en qualification, faut y aller.
Mais par contre, son Grand Prix du Brésil, c'était plus compliqué. Alors oui, les conditions, elles étaient différentes, et très mauvaises même, hein, vu toute la pluie qu'il y avait au Brésil cette année. Mais en même temps, c'est un pilote jeune, c'est un pilote qui a pas d'expérience, on parle quand même d'un réserviste, hein, on parle pas d'un pilote titulaire. Il a juste fait 2 courses avant, donc ouais, c'est normal qu'il se retrouve en difficulté dans des conditions comme celle-ci. Mais ça laisse de bon augure pour l'année prochaine. Franchement, même si sa saison de F2 elle est pas ouf, je trouve qu'il mérite sa place chez As pour l'année prochaine. Racing Bull, c'est un peu ma déception de l'année, en fait. Peut-être avec Aston. Ouais, bah je pense que Aston Racing Bull, c'est mes 2 grosses déceptions de l'année. Franchement, j'espérais voir une équipe capable d'aller chercher la P5, peut-être d'aller se battre pour une P5 constructeur. Finalement, il termine P8, un peu déçu. Surtout qu'en début de saison, ça se démarquait comme étant l'équipe qui était la 6ème force du plateau. Mais comme je l'ai dit, bah, il fallait réussir à aller marquer des points, c'était compliqué, donc le moindre point pris par As, ou par Alpine, ou par Williams, ça avait son impact. Elle était la 6ème force du plateau, c'est la place qu'elle aurait dû avoir, mais les performances de l'équipe, elles ont décroît au fur et à mesure de la saison, au point de finir P8. Alors faut dire qu'en même temps, ça n'a pas été facile, hein. On parle quand même aussi d'une équipe qui a remplacé un de ses pilotes, et remplacer un pilote en cours de saison, bah c'est jamais vraiment facile, hein. Tu as des habitudes, t'as des réglages, t'as même une façon de faire qui est complètement différente, qu'il faut réapprendre, etc., qu'il faut changer. De toute façon, le meilleur moyen de réussir en Formule 1, c'est de la stabilité, hein. Zak Brown en a la preuve. Donc ouais, forcément, ça n'a pas été une saison facile, et surtout, derrière, bah, c'est les améliorations qui n'ont pas fonctionné. Racing Bull, ça fait partie de ces équipes qui ont apporté des améliorations, qui ont fait régresser la voiture. Et pareil que Ferrari, c'est arrivé en Espagne, sauf que eux, bah, ils ont jamais réussi à s'en remettre. Niveau pilote, en ce qui concerne Tsunoda, bah, comme Leclerc, je trouve que c'est sa meilleure saison. Je trouve vraiment que Tsunoda, il a été plus solide cette année, qu'il a fait preuve de plus de constance, plus de maturité aussi, il est plus calme. Non, franchement, il a fait une excellente saison, Tsunoda. Il a parfaitement réussi à battre ses coéquipiers, hein, je trouve que ce soit Lawson, même si Lawson c'était un peu plus tendu, et Ricciardo. Donc ouais, une très bonne saison. Et du coup, on répondra à la fameuse question, mais pourquoi Tsunoda ne va pas chez Red Bull remplacer Perez? Bah, plusieurs points, hein. Déjà, il n'est pas pilote junior Red Bull, lui, à la base. Lui, c'est un pilote Honda. Il a un contrat de jeune pilote Honda. Et c'est grâce au fait que Honda motorise et Racing Bulls et Red Bull qu'il a réussi à avoir sa place au sein de l'équipe. Donc ça pose problème, surtout que Honda, on rappelle, en 2026, ils seront plus motoristes de Red Bull, mais de Aston Martin, donc je pense que ça pose problème. Et bah derrière, il paraît qu'il apporte pas un assez bon retour technique, et que ses fresques, même s'il est devenu plus mûr et plus calme, ça reste un problème pour l'équipe qui a peur que son tempérament, mis avec un Max Verstappen déjà chaud, ça pourrait créer des étincelles. Donc voilà, vous êtes d'accord, pas d'accord. Ça serait si en Formule 1, les meilleurs pilotes étaient dans les meilleures voitures. Côté Ricciardo, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je vais pas trop revenir en détail non plus. Beaucoup trop d'inconstance, le fait d'être battu par son coéquipier, venant d'une personne qui a remporté cette victoire, qui est montée sur je ne sais plus combien de podiums, bah, c'est pas ce qu'on attend, quoi. On attendait d'un pilote qui domine, d'un pilote qui porte l'équipe sur ses épaules, c'est pas le cas. Et ouais, c'était normal que la page tourne et qu'il soit remplacé. Par contre, je pense que son retour technique était une vraie force pour l'équipe, parce que depuis son départ, l'équipe, elle a vraiment chuté en termes de perfo. En ce qui concerne Liam Lawson, bah, j'ai trouvé que c'était moins flamboyant que l'année dernière. L'année dernière, il m'avait vraiment impressionné, je l'avais trouvé vraiment bon. Et cette année, je dirais pas qu'il m'a déçu, mais j'étais pas emballé. Je trouve qu'il faisait des courses trop brouillonnes, trop agressives, à croire qu'il voulait prouver peut-être à une certaine équipe qui méritait de remplacer un certain pilote. Peut-être. Mais voilà, je trouve que ça s'est vu, ça s'est ressenti. Ces résultats, bon, il va quand même chercher des points avec la voiture qui régresse, c'est déjà pas mal. Mais un peu déçu. Et dire que c'est lui qui est censé remplacer Perez chez Red Bull, bah je trouve que c'est pas forcément une bonne idée. Déjà, on n'a jamais vu ce qu'il donne sur une saison complète. Et puis même, ses performances de manière générale, comme je l'ai dit, j'ai pas trouvé ça fou, donc le voir prendre une place de titulaire dans l'une des plus grandes équipes avec une pression de fou,
ouh, ça pue, ça pue littéralement cette histoire. Et c'est fou de se dire que Red Bull n'a pas compris les échecs Gasly, n'a pas compris les échecs Albon, et est prêt à refaire la même chose. Et malgré tout ce que j'ai dit sur Tsunoda, bah je pense que oui, ça reste la meilleure option. Ou la meilleure option, c'est de prendre ailleurs. Mais bon, après, il y a eu le cas Perez, et avec Perez, ça s'est mal fini, donc peut-être que aussi que la volonté de prendre ailleurs, elle est compliquée. Et après, bah, avec toutes les histoires qui occupent, est-ce que aussi ça pose pas problème à Red Bull et qu'ils sont obligés de se rabattre sur ce genre de situation ça fait limite la roue de secours, quoi, Liam Lawson. Donc, ouais, je suis pas emballé, vraiment pas emballé. Ensuite, on a Williams qui a connu une saison un peu compliquée, mieux que l'année dernière, mais compliquée quand même. Déjà, la voiture, elle est mal née. Voiture trop lourde également, donc ça pose problème dès le début de la saison. Par contre, c'est une voiture qui a évolué, et bien évolué, au point même d'aller faire des belles perfos, d'aller chercher des bons points. Mais par contre, le gros problème de Williams, ça a été ses pilotes, et les crashs qu'ils ont eu, que ce soit Colapinto, Sargent ou Albon, il y a eu beaucoup trop de crashs, et ça a coûté énormément à l'équipe. Énormément de temps, énormément d'argent, énormément de moyens, énormément d'énergie. Et dans une équipe qui se restructure, donc qui doit faire attention à son budget, à bien cadrer le budget, avoir autant de crash, bah ça fout l'équipe dans la merde. Et ça s'est vu au fur et à mesure de la saison, où bah, à force d'abîmer les bagnoles, à force d'abîmer les pièces, ils étaient obligés d'aller chercher des pièces d'anciens modèles, et donc forcément, bah, les performances elles sont remises à diminuer. En même temps, si tu vas rechercher des pièces de quand t'étais trop lourd, ça peut pas s'améliorer. Mais ça, c'est clairement de la faute des pilotes. Moi, je peux comprendre totalement que l'équipe se dise, non, attendez, on a besoin d'améliorer nos structures, on a besoin de... Parce que putain, l'usine de Williams a des années de retard, c'est une folie. On a besoin d'améliorer notre personnel, on a besoin de recruter. Bah oui, ça se fait au détriment de la voiture, sauf que bah, la voiture, c'est ce qui fait la course. T'es censé faire confiance à tes pilotes en mode la pétez pas tous les week-ends, vous faites chier, voire même plusieurs fois dans le même week-end, arrêtez les gars. James Wolf, il doit péter un plomb. Côté Albon, bah je trouve que ça a pas été une belle saison. C'est la première fois où je me suis dit, un peu déçu. Hein. Alors au début de saison, bah il domine Sargent comme l'année dernière. Mais quand il s'est retrouvé face à Colapinto, j'ai pas compris. Il se met à faire des grosses erreurs, ce qui est pas habituel chez lui, qui avait tendance à porter l'équipe sur ses épaules. Et puis surtout, il se fait battre par son coéquipier. Colapinto, il arrive, alors on en parlera un petit peu juste après, mais il arrive, il claque des putains de temps en qualif, il claque des bons résultats en course, et derrière Albon, bah, lui, soit il sous-performe, soit il la fout dans le mur. Et ouais, un peu déçu, mais surtout que c'est inquiétant pour l'année prochaine, parce que l'année prochaine, c'est Carlos Sainz, son coéquipier, c'est plus Franco Colapinto. Et là, on passe quand même une étape au-dessus. Donc si déjà il se fout la pression face à Colapinto, qu'est-ce que ça va être l'année prochaine? Et James Wolf, lui, il va encore... Oh, putain, le pauvre James Wolf, bientôt il sera chauve. parce que je pense que comme il s'est mis la pression, il s'est mis à faire des crashs, à foutre la voiture dans le mur, et si l'année prochaine il se met la pression dès le début de la saison, ça va être une catastrophe. Alors en ce qui concerne Colapinto, au début, j'étais très sceptique. Je me suis dit que c'était pas forcément le meilleur choix, autant garder Sargent pour ça, parce que refoutre un pilote jeune, peut-être trop tôt dans une équipe comme Williams, ça a été reproduire le même schéma d'erreur. Et finalement, je me suis bien trompé, et à ma grande surprise, et tant mieux. Parce que Colapinto, il a été très fort à ses débuts, je trouve. Il a fait des belles qualifs, il a été chercher des points. Donc ouais, franchement, bonne surprise. Mais derrière, bah, il s'en va cracher lui aussi la voiture. Et en même temps, c'est quelque chose qui se sentait venir. Vous regardez ses premières courses, non, plus ses premières qualifs, vous regardez ses premières qualifs, vous voyez qu'il surpilote, vous voyez qu'il a des fois à la limite, qu'il est à ça de perdre le contrôle de la voiture et d'aller à la foutre dans le mur. Et c'était déjà des signes avant-coureurs. Alors, il s'était rien passé à ce moment-là, la voiture finalement est à rien, et lui il fait des très bons temps. Mais il fallait le canaliser à ce moment-là, lui dire que grand, calme-toi, un jour ça va mal finir. Et ça a fini par mal finir, ce qui a causé des crashs, et donc bah, des folles dépenses encore pour l'équipe. Mais par contre, voilà, c'était une très bonne surprise, et ouais, je pense que c'est un pilote qui mérite une place en Formule 1, et je pense que l'arrivée d'une 11e équipe en F1 peut peut-être permettre à un pilote comme Colapinto bah, de revenir, parce que franchement, oui, il n'est pas déméritant. Par contre, voilà, il va falloir qu'il fasse moins de crash, et c'est ce qui va lui coûter sa place, parce qu'il aurait pu en avoir une de place en 2025. Hein. On parle de remplacement de Jack Doohan, le
Pauvre putain, s'il s'était fait remplacer sans même disputer une course, ça aurait été chaud. On parle aussi d'une place chez Racing Bull, mais c'est tous les crashs, tous les dégâts, tous les coups que ça a engendré, ça lui a finalement coûté sa bonne image. Et des fois en F1, à part si tu t'appelles Kevin Magnussen et que tu arrives à revenir 2 fois, très vite on passe à autre chose et très vite ça peut te coûter ton image, et l'image en F1, il n'y a rien de plus important quoi, si tu veux y faire une carrière. En ce qui concerne Logan Sargeant, je vais pas m'attarder. Malheureusement, c'est le même problème que l'année dernière, hein, pas de rythme. C'est un pilote qui a été balancé beaucoup trop tôt dans le monde de la Formule 1, qui avait peut-être pas le niveau. Et, et cette saison qui était d'office marquée comme la saison de la seconde chance, elle a été compliquée. Alors, il fait des crashs, finalement il coûte pas plus cher que Colapinto et Albon, mais ce qu'on attendait de lui, c'était justement de pas crasher la voiture. Donc je peux comprendre que l'équipe s'est dit qu'il fallait tourner la page, qu'ils iraient pas beaucoup plus loin, et effectivement c'est le cas. On espérait voir une progression, on a plus vu une stagnation. Ça pouvait pas mener à grand chose de plus. Et pour terminer, on va parler de Sauber. Sauber qui a eu une saison de galère, une saison de nulle part. L'équipe, on parle quand même d'une équipe qui a 0 points jusqu'à la 23e manche des 24 de la saison. Ouais non, ça a été vraiment une saison de galère. En début de saison, on se souvient, ils ont des problèmes avec leur arrêt au stand. Les pit-stops, ça durait 20 secondes, je crois, de mémoire. 20 secondes, c'est fou, c'est fou. Entre le moment de rentrée, plus le pit, plus la sortie, ouah, tu passes 40 secondes dans les stands, c'est la moitié d'un tour. C'était incroyable, mais pas dans le bon sens du terme. Et je pense qu'en plus, ça leur a causé beaucoup de tort, parce qu'il y avait peut-être moyen en début de saison d'avoir des bonnes perfos, mais si derrière, tu passes 40 secondes dans les stands, tu peux rien faire. Après, il y a eu beaucoup de remaniements en interne, hein. Les grands pontes de l'écurie ont été virés, ils ont été remplacés. Un remplacement, par contre, qui a fait du bien. Là aussi, Mattia Binotto, il est arrivé, et je pense qu'il a vraiment fait... Ça s'est vu. En fait, c'est même pas que je pense, c'est que ça s'est vu qu'il a fait du bien à l'équipe. Les performances ont été bien meilleures au fur et à mesure de la fin de la saison, au point d'aller chercher des points. Des points peut-être un peu chanceux, oui, mais derrière aussi en qualif, il y avait du mieux. Après, malheureusement, c'est Bottas. Oui, parce que voilà, j'aime beaucoup Valtteri Bottas, je suis un peu triste aussi qu'il s'en aille, même si, bon, je pense que son temps était fait hein, depuis un petit moment maintenant. Mais voilà, Bottas, il nous a fait du Bottas. C'est-à-dire qu'il va faire des très belles qualifs. Il a même été chercher une Q3 à Abu Dhabi. Il fait des belles Q2. Donc voilà, sur la fin de saison, on voyait qu'il y avait quelque chose à aller chercher, des petits points. Mais oh, quand tu fais un 0 pointé sur une vingtaine de courses, des petits points, c'est déjà une belle petite victoire. Mais Bottas, c'est Bottas. Donc c'est-à-dire qu'il fait des super qualifs, mais qu'en course, c'est nul. Il est beaucoup trop tendre. Et malheureusement, ça le fait finir la saison avec un 0 pointé. Et sachant qu'en plus, c'est sa dernière saison en Formule 1, à moins peut-être qu'il arrive à avoir ce poste d'essayeur chez Mercedes et qu'il remplace peut-être sur une course ou deux, mais voilà, à mon avis, on verra plus Bottas en course, et c'est un peu triste de le voir finir sur une bulle, quoi. En ce qui concerne Guan Yu Zhou, je l'ai gardé après Bottas parce que, franchement, sa saison, elle est désastreuse. C'est désastreux. C'est le seul pilote où tu te dis, putain, il a régressé par rapport à l'année dernière. Et il a pas 40 ans, hein, Joe, hein. C'était sa 3e saison en Formule 1. Il a jamais été dans le rythme, que ce soit en course, que ce soit en qualif, il s'est toujours fait battre par Bottas. Alors bon, après, je dis toujours, c'est pour extrapoler, hein, mais voilà, Bottas était largement au-dessus de Joe, et ça s'est vu tout le long de la saison. Alors, il va chercher les points, et tant mieux pour lui, hein, attention, je suis très content que Joe a été chercher des points. En plus, le pauvre, quoi, il est dans une saison où la voiture, elle est à chier, alors que c'était la première fois qu'il roule devant son public. Mais sinon, à part ça, il n'y a rien à dire sur la saison de Joe. C'est décevant, parce que Joe, je me suis dit, finalement, il est pas si mauvais. Il y a un petit truc quand même. Alors certes, ce sera pas un futur champion du monde, mais il y a un petit truc quand même pour faire une carrière à la Magnussen, par exemple, dans des équipes de milieu de plateau, etc. Mais cette année, ça a vraiment été... il était nulle part. Voilà. Je pense que c'est le meilleur mot pour résumer, il était nulle part. Donc voilà, on vient de faire le tour de la saison 2024, équipe par équipe, pilote par pilote. Et comme je l'ai dit, j'ai envie de vous laisser un petit mot sur 2025, parce que 2025, c'est quasiment demain. Hein. En février, on va voir les voitures, et il y a les essais. En mars, c'est la première course de la saison. D'ailleurs, si vous voulez me voir parler un peu des courses qu'il y aura en 2025, je vous invite à me suivre soit sur X, soit sur Thread. À chaque Grand Prix, depuis le GP de Belgique, j'essaye de faire un petit débrief des courses, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas si vous voulez me voir parler
de F1 de manière très régulière. Personnellement, je pense que 2025, ça peut être une excellente saison. Quand on voit le plateau qu'il y a eu cette année, qu'on peut voir à quel point c'était serré, franchement, je pense que ça peut annoncer de très belles choses pour l'année prochaine, à tous les niveaux, que ce soit pour les titres, que ce soit pour les victoires, mais aussi pour les podiums. Et on n'est pas à l'abri, à mon avis, de petites surprises l'année prochaine. En plus, c'est la dernière année avec le règlement technique actuel, que aussi bien moteur que aérodynamique. Donc théoriquement, on va être au summum de ce que les équipes peuvent produire. Et ça va être super. Moi, je le dis, je pense que ça va être super. Côté McLaren, forcément, c'est les champions constructeurs. Donc on attend d'eux qui montent en niveau, qui gèrent mieux la pression que cette année, et aussi qu'ils gèrent leur duo de pilote, parce que l'année prochaine, je pense que ça peut être très compliqué entre un Norris qui va être sûrement à son prime et qui, cette année, va vouloir aller chercher le titre, et un Piastri qui continue de monter. Ouais, ça peut être quelque chose. Et il va falloir réussir à les canaliser les deux. Chez Ferrari, ça va être aussi très intéressant à suivre parce que l'association Leclerc-Hamilton, elle donne très envie. Ne serait-ce déjà que de voir Hamilton en rouge, ça va être un petit quelque chose. Hein. Moi qui suis fan de Ferrari, Hamilton, ça a toujours été l'adversaire de Ferrari selon moi. Que ce soit durant ses années McLaren ou durant ses années Mercedes. Donc ouais, là, ça va être quelque chose l'année prochaine. J'ai très hâte de voir ça. Surtout après une année aussi difficile que 2024 pour Hamilton, voir comment il va réagir. Et surtout, est-ce que ça va pas pénaliser l'équipe? Parce que des pilotes importants, je pense à Alonso évidemment, ça peut vite te plomber une équipe, et donc on va voir comment ça va être géré entre Hamilton et Ferrari. Là, Vasseur va avoir du taf, et aussi comment va se comporter Leclerc. Comme je l'ai dit, il avait du mal à s'imposer face à son coéquipier, et là, va falloir vraiment montrer les muscles, parce que c'est Lewis Hamilton, putain, on parle du 7 fois champion du monde, d'un mec qui a plus de 100 victoires, ouais, va falloir y aller. Côté Red Bull, franchement, je m'attends à une année galère. Je pense très clairement que Red Bull, ça peut être pire que cette année. Même si Verstappen va faire du Verstappen, c'est-à-dire qu'il va être très bon et qu'il va réussir à aller chercher des bons résultats, je pense vraiment que ça va être très compliqué d'aller chercher un titre. Il va falloir voir quel est leur concept. Est-ce qu'ils vont rester sur le concept actuel ou est-ce qu'ils vont revenir sur le concept de l'année dernière? Et ensuite, leur duo de pilotes. Parce que peu importe qui vous mettez dans la voiture, que ce soit Lawson, Tsunoda ou Perez, je pense pas que c'est des mecs qui ont un niveau pour être dans un top team. Très, très clairement. Et donc ouais, le titre constructeur, pour moi, déjà, c'est foutu. À moins que Verstappen aille chercher un titre comme l'année dernière. Un titre constructeur, hein, j'entends. L'année dernière, je vous rappelle que Verstappen, il aurait pu être champion constructeur à lui tout seul. Pour ce qui est de Mercedes, ça va être intéressant à suivre aussi, je pense. Parce que, forcément, il y a la curiosité Kimi Antonelli. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, Antonelli, c'est un très jeune pilote qui sort d'une saison de F2 un peu compliquée. Bon, avec la pression qu'il va y avoir, parce qu'on parle quand même d'une pression médiatique très importante, il a déjà en plus cette pression médiatique, d'une pression aussi de la piste, parce qu'on parle quand même d'une équipe de haut niveau, et en plus avec un concept qui semble être difficilement réglable, ça peut vite être compliqué pour Antonelli, donc il va falloir être très fort. je lui souhaite bien du courage pour l'année prochaine, ça va être une belle galère. Et côté Russell, forcément on attend qu'il continue d'imposer son leadership en équipe, et qu'il fasse un peu attention à Antonelli aussi, parce que je pense que ça peut vite être le chouchou de Toto Wolff. Donc ouais, va falloir faire gaffe, mine de rien. Côté Aston Martin, on verra. Très clairement, entre la saison dernière et cette saison, c'est le jour et la nuit, donc très clairement l'année prochaine, s'ils sont sur la même dynamique, ça va être P8 ou P9 constructeurs. Soit ils arrivent à redresser la barre pour aller se rebattre avec les quatre autres top teams, parce que là, c'était... En fait, Aston Martin, c'est blanc ou noir pour moi l'année prochaine. Et je pense que, vivement qu'Adrian Newey il termine sa période de jardinage et qu'il vienne rejoindre l'équipe, ne serait-ce que pour apporter son œil technique, quoi. Et se dire, attendez, là, il y a un souci, là, on pourrait faire ça. Rien que ça, je pense que ça va pouvoir aider l'équipe. Parce que là, entre la fin de saison dernière et la saison 6, c'est compliqué chez Aston, je trouve, et pour l'année prochaine, ça peut vite être une saison de merde, en fait. Côté Alpine, c'est un peu aussi une curiosité, parce que est-ce qu'ils vont être sur la dynamique engendrée par la fin de saison, donc c'est-à-dire être capable d'aller chercher des Q3 ou même d'aller, peut-être pas des podiums, mais des gros points, ou est-ce que ça va être comme tous les ans, c'est-à-dire que, Alpine, ils sont pas mal, ils ont progressé, c'est cool, et puis les voir encore redégringoler. C'est Alpine après tout, donc ce serait pas impossible. Surtout que je suis désolé, j'ai rien contre Jack Doohan, mais la paire,
elle me donne pas envie. Je pense que Alpine, ils ont besoin d'un deuxième pilote d'expérience, et Jack Doohan, c'est pas ce qu'il faut, je pense, pour Alpine à ce moment-là. Après, peut-être que je me tromperai, que Doohan va faire des super performances, hein. Mais je reste sceptique, personnellement, et Gasly va avoir beaucoup de boulot. Côté As, ça va être une belle curiosité. Forcément, on a hâte de voir ce que va donner Ocon dans cette équipe. Quand on voit comment ça s'est passé les essais à Abu Dhabi, il avait l'air d'être plutôt heureux, et là, ça fait vraiment plaisir à voir. L'équipe va vraiment se focus sur lui l'année prochaine, étant donné que son coéquipier, c'est Oliver Behrman, donc qui est assez inexpérimenté. Même si ces 3 courses, elles vont lui apporter, à côté d'Ocon, qui est là depuis des années, bah, ça fait pas le figure, quoi. Donc ouais, l'équipe va vraiment centrer son projet autour de lui. Et ça peut être vraiment une belle curiosité, surtout quand on voit les progrès affichés par l'équipe cette année, que ce soit dans son management ou même, comme je l'ai dit, avec des améliorations constantes. Sachant qu'en plus, derrière, bah, y a le partenariat avec Toyota. On va peut-être voir les premières pierres de ce partenariat. Donc ouais, ça peut être vraiment chouette. Côté Racing Bulls, bah déjà, on va attendre de voir qui sera la paire de pilotes, hein. Mais franchement, on attend mieux de l'équipe, quoi. Cette année, ça n'a pas été une bonne saison, je trouve. On attend beaucoup mieux d'eux. Et puis, bah, si jamais c'est Isaac Hadjar qui prend le deuxième baquet, forcément, on sera très intéressé de voir ce que va donner le jeune pilote français. Ouais, je suis un peu chauvin, et alors? Côté Williams, bah forcément, on va tous attendre de voir comment va se comporter Carlos Sainz. Oui, pour lui, c'est un pas en arrière, mais en même temps, il va avoir beaucoup de poids sur ses épaules. Il va maintenant devoir porter l'équipe à bout de bras. Vraiment, je suis désolé contre Albon, mais je pense qu'il va passer au second plan par rapport à Sainz. En plus, Sainz, je pense que c'est quelqu'un de très imposant dans un garage. Donc, ouais, il va vraiment essayer de tirer, je pense, l'équipe vers le haut. Je pense que c'est aussi pour ça que James Vance l'a recruté. Et ça peut être à la fois une bonne comme une mauvaise chose, hein. Parce que quand tu régresses comme ça dans le paddock, des fois ça peut créer beaucoup trop de frustration et ça peut vraiment être un poids pour l'équipe. Ou au contraire, ça peut être un élan de motivation à vouloir progresser. Donc ça va être plutôt intéressant à analyser, et aussi même pour Albon, voir comment il se comporte face à un coéquipier qui a vraiment un autre niveau, hein. Là c'est plus du Latifi, c'est plus du Sargent, on parle d'un mec qui a remporté 4 courses, donc il va falloir hausser le niveau, et surtout faire moins d'erreurs, parce que ça pourrait vite lui coûter cher l'année prochaine. Et je parle pas de niveau financier. Quant à Sauber, on verra, hein, parce que c'est tellement le bordel là-bas, entre Audi, qui est censé arriver en 2026, mais qui a du mal à recruter, etc. Il y a déjà eu des parts quand même de l'équipe qui ont été vendues, donc bon, ça pue, hein. Donc on va bien voir ce qui se passera. Après, la paire de pilotes est plutôt intéressante, mine de rien. Hülkenberg, je pense qu'il va apporter, comme il a apporté dans toutes ses équipes, hein, de la constance, de la rigueur, et un super retour technique. Et derrière, son coéquipier, c'est Gabriel Bortoleto, qui est champion de F3 l'année dernière, champion de F2 cette année. C'est un parcours qui est un peu à la Piastri, on a vu ce que valait Piastri. Là, ça risque d'être quand même plus compliqué, parce que Sauber, c'est une équipe qui est en pleine mutation. Plus que restructuration, c'est vraiment une mutation que subit l'équipe. Et ouais, va falloir voir ce que ça va donner. En tout cas, il va lui falloir aussi beaucoup de courage, parce que c'est jamais facile d'arriver dans une équipe comme ça qui est en plein bouleversement. Ça peut vite se retourner malgré tout le talent que tu peux avoir. Donc ouais, va falloir voir. Va falloir voir, franchement, aucune prédiction là-dessus. Mais tout ça, on le verra bientôt, étant donné que le premier Grand Prix, il a lieu en mars. Et j'ai très hâte. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo. Ça fait plaisir, ça aide la chaîne, et merci à vous qui le faites déjà. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à venir sur X ou sur Threads si vous voulez me voir parler plus régulièrement de Formule 1, en tout cas de l'actualité de la Formule 1. Et n'hésitez pas non plus à laisser dans les commentaires votre bilan de l'année 2024, et ce que vous avez pensé des équipes et des pilotes cette saison. Quant à moi, je pense avoir tout dit, et puis je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!